Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous sommes en live avec Tom. Je vais attendre qu'il nous rejoigne. Hop. Hello, Hello! salut Tara. Ah, c'est bon, je te vois. Coucou! Coucou, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, ça va, ravi d'être là. Depuis le temps qu'on sait une image sur ton visage. Oui, pareil pour moi. Tu es où là? T'es chez toi? Je suis, oui, dans le 77, à côté de, à côté de la forêt de Fontainebleau. Comme je vous disais, là, ouais, la connexion est parfois surprenante. Ok. Ouais, je comprends. C'est un peu fluctuant aussi parfois chez moi. J'habite dans les montagnes, dans la Drôme, donc parfois c'est compliqué. Ça fait longtemps que t'as bougé là-bas? Ou peut-être que tu y... Euh, Ça fait 2 ans. Et la première année, j'étais entre ici et j'allais beaucoup à Paris. Et là, depuis 1 an, je suis vraiment que ici. Magnifique. Ça sonne vraiment genre, ok, je pars dans la Drôme, les amis. Ciao. On se revoit une prochaine fois. Et ben, ça fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui. On va parler de plein de choses et plus précisément de la magie du chant, puisque Yes. c'est ce que tu vas nous partager au mois de mai. Donc j'en profite pour annoncer aux personnes qui sont là, pour dire que le mois de mai va être un peu spécial sur Pawa parce que on va le dédier au masculin sacré avec uniquement des intervenants donc masculins dont tu fais partie, Tom. C'est super. Mm. C'est super. Je suis heureux de savoir qu'on est plusieurs. Ouais. Heureux de savoir qu'on est plusieurs. Je ne sais pas quels sont les autres invités auxquels vous avez fait appel, mais j'ai hâte de les découvrir. C'est magnifique. Oui. Non, tu n'es pas seule. Et c'est vrai que depuis le début du lancement de la plateforme, il y a beaucoup de femmes. Enfin, c'est essentiellement des femmes qui sont sur la plateforme. Et on avait très envie aussi d'amener de la diversité. Donc voilà, c'est un début avec ce premier mois de mai là, et puis j'espère qu'il y aura plein d'autres choses aussi à venir pour que ça parle au plus grand nombre et que le plus de personnes puissent se reconnaître aussi dans les contenus qui sont sur la plateforme, c'est important. Alors du coup, on se connaît pas, Tom, enfin on se connaît par personne interposée. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu plus sur qui tu es, ce que tu fais. Alors, c'est une vaste question, donc tu peux l'aborder vraiment comme tu veux. C'est très libre, tu nous dis ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui. Yes. C'est quel tiroir ouvrir et quelle digression emprunter. Écoute, j'ai envie de commencer par le fait que voilà, j'ai eu la chance étant jeune, pour ne pas dire étant tout petit, d'avoir des parents qui m'ont mis au violon. Euh, voilà, c'était pas de gaieté de cœur, c'était plus la corvée. Et le violon, instrument assez ingrat quand tu commences. Donc voilà, j'ai eu la chance de commencer assez jeune, ce qui m'a permis de développer une oreille et une certaine patience vis-à-vis de la musique, des sons et des vibrations. J'avais pas encore cette intention de vibration à l'époque. Je faisais juste du violon comme j'aurais pu apprendre le piano ou la guitare. Et, euh, et de fil en aiguille, voilà, au lycée, un premier groupe de musique, des premières expériences sur scène et la magie du live, la magie du groupe, la magie du public aussi. Ça a été, je pense, mes premières phases
j'ai presque mes premiers états modifiés de conscience, sans substance, quelque chose de purement, voilà, de purement intuitif et surtout collectif. Donc voilà, j'ai fait des études à la Sorbonne, des études à l'UIT de Sceaux, rien à voir avec la musique, mais voilà, il fallait un cadre, il fallait un diplôme. Et dès que j'ai eu fini ma licence à la Sorbonne, je suis parti à Montréal, il y a 10 ans de ça. Et c'est à Montréal que j'ai commencé à composer sérieusement de la musique électronique. Donc voilà, si les gens connaissent sur Ableton Live, donc un logiciel de bidouillage de son, de composition, d'enregistrement. Et c'est là-bas que j'ai commencé à m'offrir le temps d'expérimenter, d'essayer, d'apprendre. Il y avait une très 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 belle bulle artistique à cette époque-là à Montréal, Montréal qui vit et qui vibre toujours, mais à cette époque-là, voilà, il y avait tout un... Je suis arrivé à une époque très 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 intéressante artistiquement et qui m'a offert de belles rencontres. Et je suis rentré en France en 2013 et voilà, j'ai continué la musique. J'ai créé un duo avec un ami qui s'appelle Age, H-A-J-E, un duo voilà, qui nous a vu sortir une dizaine de morceaux dans lequel j'écrivais en français et dans lequel voilà, on composait tous les deux. Et vous irez écouter si ça vous parle. Il y avait, avec du recul, je réalise qu'il y avait déjà une petite part de mystique, une petite part ouais, de magie, alors même que le yoga rentrait tout juste dans ma vie. Je crois mon premier cours, c'était en 2014, premier cours de Hatha Yoga. Et voilà, très vite le yoga m'a appelé, m'a fait du bien, m'a fait rencontrer des personnes magnifiques. Et coucou Makeli. Et tant et si bien qu'en 2018, donc il y a 3 ans, quasiment semaine pour semaine, je suis parti à Goa pour ma retraite, ma première formation de Hatha Yoga, donc mon premier 200 heures. Et de ce voyage à Goa qui a été juste exceptionnel, plein de rencontres, plein de magie. J'ai pu aller au Bali Spirit Festival à Ubud. J'avais pu avoir une accréditation presse avec Yoga Journal France. Voilà, ce qui m'a donné l'occasion de rencontrer et d'interviewer pas mal de super teachers, pas mal de superbes musiciens ou enseignants à travers le monde. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai ressorti là il y a 2-3 semaines une composition audio que j'en avais fait à l'époque, que vous pourrez retrouver sur mon feed voilà, il y a quelques semaines. Et donc déjà à ce moment-là, il y avait ce mélange de sound design, de journalisme, de réflexion et d'interviews voilà, spirituelles ou philosophiques, ou en tout cas beaucoup de curiosité de ce côté-là. Et, et voilà, 2018, je rentre à Paris et je commence à enseigner beaucoup de Hatha Yoga, un petit peu de Vinyasa. Et très vite, le Yin Yoga fait son apparition. Et voilà, c'est ce que j'enseigne essentiellement aujourd'hui. Au début, voilà, j'enseignais ce qu'on m'avait appris, mais je voyais que plus ça allait, plus mes cours ralentissaient, plus j'allais dans la lenteur, plus j'allais dans l'intériorité. Et c'est naturellement que voilà, j'ai commencé à me former plus précisément au Yin Yoga. Et voilà, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui et ce que j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, et je te rendrai le micro juste après, c'est que ça me permet aujourd'hui, pour la première fois, comme si en ayant commencé la musique il y a 10 ans, c'était un peu une lubie de, c'était un peu une lubie d'ado, tu vois, dans sa chambre avec son casque sur les oreilles, à geeker sur des sons sans trop savoir où ça m'emmenait. Et c'est juste magnifique de voir que 10 ans après, bah, le côté chant, dont j'ai même pas parlé, mais c'est vrai que je chante beaucoup aussi depuis que je suis petit, le côté chant, plus composition, plus là, un enseignement assez méditatif, assez lent, font que voilà, je peux mettre la vibration et les sons au service de mes élèves et voilà, de ces bulles de pratique et d'intériorisation. Voilà. Merci pour cette belle présentation, ça résonne fort, je me suis reconnue beaucoup dans ce que tu partages. J'en profite pour faire un coucou à Kelly, je ne sais pas si elle est toujours là, que j'ai eu la chance d'interviewer aussi parce qu'elle a partagé un contenu sur Pawa dernièrement et que tu connais aussi bien. Et je voulais aussi demander si vous nous entendez bien parce que de mon côté, j'ai eu quelques des petites coupures pendant l'intervention de Tom. Donc, je ne sais pas si c'est de ma connexion ou de la tienne ou des deux. Enfin, voilà, du coup, je voulais m'assurer que vous nous entendez bien. Si vous pouvez nous mettre un petit commentaire ou quelque chose.
Tu m'entends bien, toi, Tom? Moi, je t'entends nickel. Ok, super. Moi aussi, là, je t'entends bien. Super. Ok, donc aujourd'hui, une vie qui se partage entre yoga, musique. J'ai vu d'ailleurs le petit post que tu as fait sur Instagram en parlant de ce festival qui a lieu à Bali. Je l'avais vu quand j'étais allée faire un petit tour là quelques jours sur Instagram. Ça avait l'air d'être génial. Je ne sais pas combien vous étiez. Ça donnait une impression de foule quoi, autour du thème du yoga et ça devait être incroyable. Ouais, c'est c'est la fondatrice de Yoga Barn que les gens qui sont passés à Bali ou à Ubud ont sûrement vu. Euh, donc Yoga Barn qui est un immense chalat avec je sais pas, il doit y avoir entre 8 et 10 salles, 8 et 10 espaces. Et du coup, elle a créé ce festival il y a quelques années. Et ouais, ça ramène quand même, je dirais, un peu la crème de l'enseignement international, avec voilà, beaucoup de yoga, beaucoup de danse et de chant, beaucoup de méditation. Il y a des pratiques qui commencent assez tôt le matin. Et ce que je trouve assez magnifique, c'est que ça déroule jusqu'au petit matin parfois. Enfin, en tout cas, la première année, ça avait déroulé jusqu'à 6 heures du mat, donc ça se transforme en... Voilà, je viens de là aussi, j'en ai pas parlé, mais la musique électronique, la house, la techno parisienne, voilà, c'est le Rex Club, le Social Club à l'époque, je viens un petit peu de là musicalement. Euh, et c'est vrai que c'est magnifique de voir toute cette vibe qu'on appelle down tempo, donc cette musique house assez lente qui s'inspire beaucoup de sonorités chamaniques et voilà, consonance un peu mystique. Donc ça permet à la fois dans ce festival à des artistes voilà, acoustiques et on va dire traditionnels de par le monde de venir jouer et en même temps à des artistes plus jeunes et plus électro de venir faire danser aussi tout un monde. Donc ouais, c'est très beau de voir tout ça réuni en un seul espace. Hmm. Et alors, tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, bah voilà, tu as décrit ton parcours de la musique, ensuite tes études et puis ensuite le yoga. Comment tout ça se nourrit et qu'est-ce que la musique a apporté au yoga dans ta pratique personnelle et puis dans ton travail et puis inversement, qu'est-ce que le yoga a apporté à la musique puisqu'aujourd'hui tu pratiques tout ça en même temps. Mhm. Euh, Mais il y a quand même un élément dont je ne vous ai pas parlé et qui a été déclencheur et qui, je pense, va répondre un peu à ta question. C'est en 2014, quand je rentrais de Montréal et j'ai fait la rencontre de Kamel, qui était, avec du recul, je réalise mon premier à la fois coach vocal, mais aussi grand frère spirituel, qui vient du gospel, qui vient euh, des sacred songs, plutôt de voilà, d'Afrique noire ou de tradition plus d'église. Et, et qui est algérien, donc il y a aussi toute cette inspiration touareg, musulmane, et voilà, chant sacré, voilà, c'est un ami, un grand bonhomme qui regroupe, voilà, je trouve, plusieurs dimensions. Et tout ça pour dire qu'un jour, il m'a proposé de m'offrir un cours, un coaching, voilà, une initiation à son enseignement du chant. Et il m'a fait m'allonger sur le dos. Il m'a juste fait pour la première fois de ma vie poser une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Il a éteint la lumière, il a mis petite musique d'ambiance. Je me rappelle, c'était un raga indien. Et je suis parti comme je suis rarement parti dans ma vie. Euh, Ressentir le corps, ressentir le cœur, ressentir le souffle. Et je pense même une première décorporation, quoi. C'était extrêmement impressionnant de voir ce que le simple fait de respirer, puis de chanter, parce qu'il m'a fait bouche fermée dans un premier temps, puis derrière, sous forme d'impro, il m'a fait voilà, profiter de cet espace méditatif dans lequel je me suis retrouvé sans même l'avoir ni attendu ni demandé. Et je pense que c'est en ça que ça répond à ta question, c'est que je réalise qu'aujourd'hui, pour aller explorer la danse, pour aller explorer le chant, pour aller explorer même, je dirais, des mouvements intuitifs de yoga ou de Budokon. Il y a plein de pratiques finalement qui sont encore plus accessibles dès lors que tu es dans un état modifié de conscience, dès lors que les ondes cérébrales ont ralenti et que
et que voilà, tu te retrouves dans un état de transe plus ou moins profond. Et, et en ça, donc, voilà, tout ce qui va avoir attrait à la relaxation, à la respiration, à la concentration, va induire cet état modifié de conscience. Et la musique, le chant et les sons, en règle générale, ont cette capacité d'induire ces états modifiés de conscience, et c'est ce qu'utilisent les Tibétains ou les Mongols ou les Africains, évidemment, toute cette tradition rythmique avec les percussions. Ça, voilà, le cerveau adore tout ce qui va être de l'ordre de la répétition. Et sur un plan encore plus acoustique, plus harmonique, c'est vrai que ce qu'on voit de plus en plus, les bols tibétains, les gongs, tout ce qui va être Ouais. riche en harmonique. Euh, on a de plus en plus d'études là-dedans, et c'est avec Catherine Darbord, ma professeure de chant harmonique, qu'on a pu apprendre ça il y a quelques années. Dans le chant harmonique notamment, on va chercher des hautes fréquences qui viennent stimuler le cerveau et qui aident le corps tout entier à se sentir dans un élément de tranquillité. Et c'est généralement, je dirais, ça qui crée parfois des bulles, qui crée des espaces et qui crée beaucoup de magie, sans forcément qu'on sache encore l'expliquer. Hmm. Si Ok. ça a pu répondre à ta question. Et alors tout ça, c'est des... Ouais, ouais, complètement. Mais du coup, alors tu t'es formé à une forme de yoga plutôt traditionnelle, si je comprends bien, le Oui, hatha oui, oui, yoga oui. en Inde et d'autres formes de yoga. Mais du coup, aujourd'hui, ce que tu pratiques, euh, est-ce que tu as fait un peu ta propre sauce avec tout ce que tu as étudié, avec justement ces recherches autour des sons, de la voix? Voilà, quelle est la forme de yoga que tu enseignes et qu'est-ce qu'il y a dans ta pratique aujourd'hui? Donc la forme de yoga que j'enseigne avec le plus de plaisir et le plus d'évidence, donc c'est le yin yoga, comme je te disais. Et, euh, et c'est chouette parce que plus ça va, plus je me permets de chanter, plus je me permets de jouer dans ces Mm. classes et dans ces pratiques. Euh, j'ai envie de continuer d'investir dans des instruments pour, sans encore prétendre à parce que j'y ai pas encore été formé au terme de sonothérapeute. Euh, Mm. j'ai envie de m'offrir encore quelques instruments, et d'ailleurs, breaking news, je viens de commander ma première shruti box, qui est un instrument indien traditionnel qui te fait juste un bourdon, un accord fixe. Donc pour chanter, c'est extraordinaire. Donc voilà, je viens de me faire ce cadeau, je suis juste très heureux. Et donc oui, c'est un mélange de plein de choses. Donc il commence par le yin, donc cet état dans lequel les gens sont assez réceptifs, en lâcher prise et en ouverture. Et, et petit à petit, en fait, je me suis permis d'inviter mes élèves à chanter, donc qui est, je dirais, la suite logique de la respiration. Et ça rejoint du coup ce que j'ai proposé pour ce premier atelier de 90 minutes, qui est ce mélange de relaxation, de respiration, de yin yoga, et qui, dans certaines postures, déjà invite au chant. Donc, beaucoup de chant des voyelles, qui est cette pratique aussi simple que magique, qui consiste à chanter, chanter, chanter toujours la même voyelle sur une même note, où on peut monter, on peut descendre, on peut faire varier la hauteur de la note, mais chaque voyelle aura une forme de bouche qui lui est propre, évidemment, et avec celle-ci des harmoniques, et donc des parties du corps qui vont être plus ou moins mises en résonance. Et si à ça, on vient ajouter l'intention, donc je peux donner ici l'exemple, je commence souvent par le OU, OU, qui vient stimuler généralement des résonateurs et des parties osseuses un peu plus basses au niveau du bassin et des lombaires. Très souvent, j'invite à une intention d'ancrage, d'atterrissage, d'enracinement pour vraiment arriver dans le corps et dans la matière. Et du OU, on peut monter vers le A que j'invite souvent à les visualiser dans le cœur, avec cette idée d'ouverture, d'espace et de grandeur, avec même le fait que, avec la voyelle A, la bouche est grande ouverte. Et, euh, et bien souvent, je finis cette remontée par le I, avec cette idée de verticalité, le I qui, lorsqu'on
va chercher un beau sourire, ramène beaucoup d'harmoniques plus aigus, beaucoup dans le masque, comme on dit en technique vocale, des résonateurs qui stimulent un peu plus. On pourrait parler du troisième œil, de l'hypophyse, et voilà, de choses un peu plus, voilà, un peu plus cosmiques, je dirais. Et ce que j'aime beaucoup, c'est, et je me l'autorise de plus en plus, et ça fait du bien, c'est justement de s'autoriser à les picorer, à les piocher, à les croiser et se donner la permission de voilà, faire des hybrides entre différentes approches, différentes pratiques et arriver à quelque chose d'assez frais, d'assez neuf et surtout qui me semble moi juste et pertinent et que j'ai envie de partager avec les gens et pour avoir donné quelques ateliers de yoga de la voix en vrai quand on est en groupe, si en plus de ça l'acoustique de la pièce est belle, ça crée voilà, ça crée des choses assez magiques. C'est vraiment le mot que je trouve le plus assez magique alors que je dirais qu'il n'y a rien de plus simple et de plus accessible que de chanter. Et c'est en tout cas ce que j'essaie Mm. autant que possible de communiquer. C'est pas besoin de technique vocale, pas besoin d'avoir 5 années de solfège derrière soi, pas besoin voilà, de grands prérequis. Justement, c'est en chantant qu'on développe l'oreille, qu'on trouve les résonateurs et que voilà, la magie opère. Mm. Oui, merci. Et finalement, donc j'entends que c'est aussi il y a une part un peu de co-création dans les ateliers ou les cours que tu proposes aussi. Tu fais avec ce qui est là, avec les personnes qui sont là aussi. Et j'aime bien parce que enfin, on peut avoir, en tout cas moi j'ai eu pendant longtemps la vision du yoga traditionnel, quoi, qui Mhm. suit vraiment une lignée avec parfois même des enchaînements très précis, des postures, un alignement particulier où on va viser à tendre à un modèle. Et aujourd'hui, de plus en plus, bah voilà, le yoga a voyagé, il y a eu des métissages, des mélanges, et puis chacun peut y amène aussi un petit peu du sien, et c'est ce que Mhm. j'entends en fait à travers ce que tu me partages aujourd'hui, que tu as vraiment fait ta propre pratique avec qui tu es, et je trouve ça vraiment magnifique pour le coup. J'ai aussi, je pratique aussi un peu le yoga et plus particulièrement aussi le yin yoga et la façon, enfin, ce qui m'a appelé dans le yin yoga est différent de toi et forcément, du coup, ce que j'ai envie de partager, c'est différent aussi de ce que tu fais et ça me touche beaucoup de voir ça aujourd'hui dans dans cette pratique du yoga qui est multimillénaire et qui à la base est quand même très codifiée. Une liberté, une forme Ouais, d'appropriation personnelle, ouais. ouais, qu'on puisse chacun y trouver ce qu'on cherche finalement, sa voie, son chemin et retrouver un élan créatif à travers cette pratique. Ouais. Complètement. Et je pense que Mm. c'est une chance aujourd'hui que d'avoir, c'est évident, hein, j'ouvre une porte ouverte, mais d'avoir autant de possibilités, de dynamiques, de pratiques et de dimensions qu'on peut venir ouais, croiser les unes les autres, avec bien sûr un peu ce risque de se perdre et tous les quatre matins de changer de pratique et de voilà, je parlais avec les gens, avec une communauté de tout l'aspect dispersion dans lequel je peux parfois me retrouver. Et donc ouais, il y a ce... Mais comme je te disais, ça m'a fait du bien de le verbaliser, de voir comme 10 ans après, il y a une forme, pas de retour à la case départ, mais voilà, plus que jamais j'ai envie d'honorer voilà, la musique, la composition et d'offrir ça. Et tu l'as peut-être vu, c'est ce que je propose aussi dans des méditations guidées, voilà, des musiques originales qui Mm. viennent accompagner ça. Et ouais, c'est super de voir les outils qu'on a aujourd'hui pour nous accompagner sur ce chemin. Mm. Ouais. Ouais, complètement. Et tout à l'heure, tu parlais du social club, du Rex Club et de tous ces endroits que j'ai bien fréquentés aussi à l'époque, qui Vivement que font ça partie quand réouvre. même d'un monde qui n'existe plus, Yes. plus trop aujourd'hui. Ouais. C'est un peu étonnant de se dire ça. Comment c'était pour toi? Tu y allais en tant que. Enfin, tu y allais comme ça danser. Moi, j'y allais pour danser, par exemple. Mais toi, Ouais. tu mixais là-bas ou c'est. Ou Non, tu. encore, c'était un grand rêve à l'époque, même si j'ai jamais poussé le mixage plus que ça, même si là, dans quelques semaines, je me suis offert
une formation justement avec l'un des DJ résidents et directeur artistique du Bali Spirit Festival. Donc, voilà, je me suis Mm. fait ce cadeau pour approfondir un peu la gestion de Traktor et de tout ce qui est voilà, mixé. Je l'ai fait un petit peu avec mon ami à l'époque, quand on avait notre duo. Mais ouais, quand j'allais au Rex, c'était en pur spectateur. Très souvent le jeudi soir. On avait quand j'étais étudiant et même au Ouais, lycée, il y avait, voilà, il y avait les soirées du jeudi soir qui étaient toujours assez spéciales. Et ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps et ouais, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements depuis je sais pas à quelle période c'était pour toi ces années-là, mais il y a eu beaucoup de mouvements dans la scène parisienne et ça rejoint un petit peu le Bali Spirit Festival. Il y a des collectifs comme Rituel euh, qui ont organisé des superbes événements ces dernières années où justement inviter des résidents, inviter des producteurs, des DJ voilà, assez costauds sur la scène internationale et proposer en parallèle voilà, des ateliers, des petits happenings autour de choses plus mystiques et spirituelles, avec bien sûr toute la vibe tough qu'il y a là-bas et qui changera jamais. Mais je trouve ça beau de voir comment certains collectifs voilà, se saisissent un peu de l'émergence et du fait que la spiritualité soit de plus en plus accessible. On pourrait en parler comme un chapitre à part entière, tellement cette question est passionnante et parfois hautement ouais. critiquée. C'est vrai qu'il y a mille et une choses qu'on pourrait en dire, mais je trouve ça, moi, en tout cas, très positif de, voilà, d'arrêter de segmenter et d'offrir la possibilité. Et ce qui me vient là maintenant tout de suite, c'est que mon premier atelier de yoga de la voix, je l'ai donné dans un festival au printemps dernier. Voilà, pas mal de DJ allemands, de Berlin, d'Amsterdam. Il y avait des super, voilà, grosses techno pendant un week-end entier. Et le dimanche après, me coucher du soleil, j'ai proposé un atelier de yoga de la voix en plein air. Il y avait une soixantaine de personnes, pour la plupart, voilà, anglophones et outre-France. Et c'était tellement puissant de voir des gens qui ne seraient jamais allés en studio de yoga, qui n'auraient jamais fait la Ouais. démarche, tu vois, de participer à un atelier, de s'inscrire, de traverser tout Berlin pour aller se mettre dans un studio, prendre autant de plaisir et vivre autant de surprises de ce que chanter en collectif, des mantras comme on l'a fait, des chants des voyelles. Euh, voilà, ça c'était une grande prise de conscience, genre waouh, vivement que se démultiplient et en l'occurrence vivement que reprennent ces opportunités de festival parce que c'est un moyen d'aller faire la fête mais aussi de découvrir plein de belles choses. Mm. Ouais, complètement. Comme tu le dis, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à séparer beaucoup les choses et avoir une vision de ce monde-là, de la nuit, du clubbing, de la musique techno ou house, etc. Euh, et le fait finalement de créer des ponts comme ça, Mhm. de relier ce monde-là avec le monde de la spiritualité ou d'autres choses, ça crée des nouveaux possibles et ça permet de faire aussi se rencontrer différents types de populations et de recréer des communautés et du lien entre ces différents mondes. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui me parle beaucoup, qui m'anime. Pour le coup, alors moi, cette période-là, Rex Club, tout ça, c'était, on va dire, entre 2009 et 2015. Mhm. C'était vraiment cette période-là où je sortais beaucoup pour danser et j'adorais ces endroits-là qui sont vraiment des hauts lieux, qui étaient en tout cas des hauts lieux à Paris. Et aujourd'hui, ça me fait bizarre de me dire, alors bon, maintenant je suis partie, je fais d'autres choses, mais je me dis comment aurait été ma jeunesse, parce que bon, moi c'était pendant mes années d'étudiante, comment ça aurait été si j'avais pas eu ces espaces-là pour m'exprimer, parce que au-delà de l'envie de retrouver mes amis, de danser, de faire la fête, il y avait vraiment ce besoin de ces espaces-là d'expression que permettent les clubs et les lieux voilà, où on entend de la musique et où on peut danser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense aux étudiants et aux personnes qui font leurs études, qui ont 18-20 ans et qui sont privées de ces endroits-là. Ouais, ça m'a sauté aux yeux en fait. C'était pendant le deuxième confinement, je crois, parce que voilà, le gouvernement nous a annoncé la fermeture des lieux non essentiels et ça m'a vraiment questionnée. Je me suis dit, mais
en fait, qu'est-ce que ça veut dire essentiel? Déjà, c'est hyper personnel, c'est très subjectif. Et en tout cas, pour moi, ces lieux-là, ils sont essentiels à la vie, quoi. Ces lieux qui sont fermés là depuis un an, tous ces clubs, pour moi, ils sont essentiels à la vie. Et voilà, je sais pas comment tu le vis, toi, tout ça, de ton côté. Toi qui, du coup, as aussi fréquenté ces lieux-là, il y a des personnes pour qui ça change rien à leur vie, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, moi, ça me questionne beaucoup de voir que bah voilà, les clubs, mais même les théâtres et puis bah, les salles de danse, les salles de sport, tous ces lieux de la culture ne sont pas vus comme essentiels dans notre société, me posent de grandes, grandes questions. Hmm. Je suis tellement en accord avec ce que tu viens de partager. Merci pour ça. Merci pour ça et merci d'ouvrir une si importante question. Merci d'ouvrir une si importante question et je ne saurais même pas, je saurais même pas quoi rajouter là maintenant tout de suite à ce que tu viens de dire, à part que Mm. j'y suis, j'ai eu de la chance, c'était en septembre, j'ai composé la musique il y a un petit moment d'une pièce de théâtre qui s'est jouée en septembre. Donc on s'est faufilé entre voilà. Les théâtres ont pu rester ouverts pendant ces quelques semaines-là. Et même à ce moment-là, il était question que les comédiens aient un masque en plexiglas sur le visage. Et heureusement, je sais plus, ça a été la pièce a pu être maintenue. Les spectateurs devaient être masqués, ce que je comprends avec du recul. Et, euh, et c'est vrai que je ne l'ai pas éprouvé dans ma chair, ce que la fermeture du théâtre à ce moment-là et j'ai envie de dire l'anéantissement d'un aboutissement de préparation, de création, de résidence pendant tout l'été pour mettre à bien cette pièce de théâtre et la jouer avec 6 comédiens au plateau. Euh, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour ni pour comprendre, ni pour expliquer, ni pour évidemment. Je vais partir d'un coup d'un seul, hein, mais j'ai écouté hier l'interview de Juan Branco sur Sud Radio, heureusement qu'il revient, heureusement que voilà, des médias encore l'invitent, parce que c'est quelqu'un à l'écouter, c'est quelqu'un de notre génération et qui soulève des vraies questions sans tomber dans des polémiques autour de la crise actuelle. Il soulève des questions voilà, d'ordre économique et d'ordre finalement structurel de qui est important, qui ne l'est pas, qui a droit aux aides et qui n'y a pas droit, qui est-ce qu'on vient accompagner dans cette crise et qui est-ce qu'on laisse livrer à lui-même. Et il disait finalement, il a sorti juste après la crise des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, il a sorti un bouquin extraordinaire qui s'appelle Crépuscule, dont tu as peut-être entendu parler, peut-être même que tu l'as lu, mais il expliquait qu'il Ouais. avait fait 100 000 ventes de ce bouquin et donc cette année-là, en 2019, 2020, 2019, il avait eu des revenus. Il avait déjà prévu de réinvestir voilà, il défend plein de gens gratuitement, bref. Mais donc il disait, moi, en fait, j'ai fait des hauts revenus en 2019, du coup en 2020, on m'a proposé par défaut une grosse indemnité. Alors qu'il disait, mais c'est pas moi qui en ai besoin, j'ai fait de l'argent en 2019, aller aider les étudiants, aller aider les chômeurs, aller aider les précaires, aller aider les pigistes qui n'ont plus de quoi travailler aujourd'hui. Et, et il dit non, on renouvelle finalement un cycle d'acquis et de privilèges, comme il en parle souvent. Et voilà, tu as raison. Ta question est tellement importante. Qu'est-ce qui est vital? Qu'est-ce qui est essentiel? Et surtout essentiel à quoi? Mm. Essentiel à la vie, essentiel à la survie, essentiel à maintenir un système déjà en place? Ou est-ce que, voilà, parce que tu as raison, c'est dans les théâtres, c'est dans les cinémas, c'est dans les festivals, c'est dans les regroupements qu'il y a du débat, qu'il y a de l'échange, qu'il y a de la co-création et que les choses peuvent avancer. Donc, ouais, vaste sujet. Ouais, Vaste sujet, complètement. merci pour cette perche. C'est tellement précieux de pouvoir partager aussi sur des choses voilà, très concrètes et très réelles. C'est ce qu'on pourrait parfois reprocher un peu à ce monde spirituel qui est parfois un peu hors sol et qui peut être critiqué de privilège. Quelqu'un Mm. qui peut se poser des questions d'ordre spirituel ou
d'évolution. C'est quand même quelqu'un qui a la base de sa pyramide de Maslow qui est assurée, quoi, qui n'a pas de problème pour survivre, qui n'a pas de problème pour se loger. Et c'est, voilà, écoute, j'espère du fond de mon cœur que ce sont des choses qui vont s'équilibrer, qu'on sortira de cette crise et c'est vraiment structurel ce qui est en train de se passer. Donc voilà, j'ai bon espoir qu'on est, comme dit Louis Fouché, on est en plein rite de passage et que l'humanité va en ressortir plus forte, plus belle, plus soudée. Et que malgré les tentatives de nous séparer, de nous mettre en camp pour, contre, pour ou pas, Mm. voilà, qu'on sortira plus fort de tout ça. Ouais, merci. Ça fait du bien d'en parler, mais en tout cas, c'est vraiment des questions qui m'animent beaucoup. Et oui, c'est toujours pour moi hyper important d'en parler, encore plus ici sur cette chaîne Pawa. Et ouais, c'est à nous, je pense, de créer aussi ces espaces-là, de les recréer, de les réinventer pour continuer à faire vivre, bah, justement, comme tu le dis, quoi, à la fois ces espaces d'expression, de musique, de créativité, de culture, couplés à la spiritualité, parce que pour moi, de toute façon, ça, y a pas de, c'est pas séparé, en fait, on parle de la même chose, quoi. Donc, en ça, merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi, merci à vous pour ce que vous faites. Mm. Vous proposez un contenu aussi intéressant, aussi riche et aussi varié. D'autant plus que les mecs s'y mettent, alors Ouais, on c'est arrive ça. les amis, on arrive. Ouais, c'est ça, c'est cool. Et d'ailleurs, en parlant du coup de mec, si tu peux nous introduire un petit peu à ce thème, puisque tu es le premier homme que j'interviewe pour Yes. le mois du masculin, c'est quoi pour toi le masculin sacré? C'est quoi pour moi le masculin sacré? Bah, ce qui me vient tout de suite, et j'y travaille, c'est vrai j'ai cette idée du yang comme étant l'énergie et la dynamique active, concrète, qui passe à l'action, qui matérialise des choses qui pourraient venir d'une dimension plus yin, plus intérieure, plus féminine, de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de la canalisation. Et, euh, et je dirais que du coup, ces énergies masculines, un masculin sacré, en tout cas pour moi, je parle vraiment là de ce qui m'anime en ce moment et de ce qui m'est demandé de faire aussi. Et c'est pas forcément confortable, mais ça fait partie du chemin. C'est d'oser se montrer, c'est d'oser y aller, c'est d'oser porter une voix, comme le dit souvent Anne-Claire, porter une voix, porter un message, j'ai envie de dire porter un service dans tous les sens du terme, quel qu'il soit, que ce soit de la musique, de l'enseignement, que ce soit un livre, que ce soit de la pédagogie. C'est, je pense, oser s'incarner pleinement et prendre le risque de déplaire. C'est ça aussi que je travaille à titre personnel, le mythe de ça va plaire à tout le monde, non, c'est pas possible. Et donc ça demande une forme ouais, de confiance, de courage, de résilience et de foi aussi, à se dire j'ose incarner, j'ose faire, j'ose partager. Et ouais, porter une voix juste et équilibrée. Je dirais que c'est ça pour moi aujourd'hui, le masculin sacré. Hmm, merci. Merci à toi, Tara. Je peux te demander à toi ce que c'est, même si, petit spoiler, on va laisser les autres garçons répondre dans les prochains jours, mais je serais curieux d'avoir ton ressenti là-dessus. Hmm, oui. Euh, Eh bien, ça me parle bien ce que tu dis dans ce sens de retrouver sa juste place, c'est-à-dire non pas prendre une certaine ascendance ou une certaine supériorité. En fait, pour moi, il y a quelque chose de revenir en son centre, revenir à sa place en coopération avec le yin ou avec voilà l'énergie complémentaire, de pouvoir diriger et puis soutenir, apporter une force, mais dans la douceur quelque part. J'y vois beaucoup de douceur. En fait, j'y vois la possibilité de laisser transparaître
l'apparent antagoniste finalement. Dans le masculin sacré, j'y vois beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur, beaucoup de bienveillance qu'on pourrait finalement associer au féminin, mais qui le masculin laisserait transparaître ça en fait. J'ai l'impression d'y voir quelque chose où il y a une réunion en fait des deux énergies, des deux polarités. Magnifique. J'ai le mot vulnérabilité qui m'est venu aussi. Ouais, Qui tout à rejoint fait. l'aspect plus yin, mais c'est vrai que voir des hommes qui osent cette vulnérabilité, cette Ouais, sensibilité et cette mise à nu, qu'est-ce que ça inspire, quoi. Qu'est-ce que ça oui, encourage complètement. les frangins à se laisser traverser eux aussi. Hmm, complètement. C'est vrai que c'est très inspirant. Hmm, ouais. J'aimerais te poser quatre petites questions Mhm. pour, euh, pour finir cet échange. En tout cas, j'aime bien avoir les questions qui reviennent à la fin pour donner de la cohérence entre mes rencontres. Yes. Euh, la première, c'est selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? Il y a le mot qui remonte, euh, vulnérabilité à nouveau. Vulnérabilité et l'imperfection qui va avec. Se dire que c'est ok. On est humain et ça va aller. Merci pour, pour ce partage. Ça me parle beaucoup parce que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de comment dire, je sais même pas comment le qualifier, mais des moments un peu de grande tristesse, de grands chaos intérieurs, comme ça, avec beaucoup de fatigue, de la tristesse et un peu envie de baisser les bras et de perdre espoir et des idées noires même. Enfin bref, des choses, vraiment un chaos très présent à l'intérieur. Et je sais que je suis pas la seule à vivre ça, on est nombreux et c'est en lien avec la situation, bien sûr. Mais du coup, ce que tu partages, oui, ça me parle beaucoup parce que dans ces moments-là, ce qui me fait du bien, ou ce qui m'a fait du bien en tout cas, c'est d'accepter ouais, cette part-là, cette vulnérabilité, de la laisser être au lieu de vouloir bah, encore aller au-delà et ne pas pleurer et tenir bon et ne pas perdre la face et continuer à foncer droit dans le mur finalement. Et donc ça me parle beaucoup et ça, enfin oui, tu mets un mot sur quelque chose qui est très présent en ce moment pour moi. Magnifique. Plus on sera nombreux et nombreuses à se le rappeler, je pense, plus c'est cette éternelle imperfection. Et surtout, je l'ai beaucoup vu passer ces derniers jours, et notamment par Sad Simoun, je ne sais jamais son nom, euh, un master spirituel, on pourrait le dire, mais totalement contemporain, homosexuel, très beau, très efféminé avec des bouclettes. Je crois que c'est Sad Simone. Bref, il disait, mais ce feel good, et j'en avais déjà parlé avec Beata à une époque, cette illusion du feel good qu'on peut retrouver dans l'enseignement et dans une certaine mesure, c'est super intéressant. Tout ce qui va être tes pensées créent ta réalité, et tout ce qui va être de l'ordre de la méthode Coué, et voilà, le travail de Joe Dispenza, et Mm. il tourne autour de la manifestation. Et en même temps, c'est tellement important de se rappeler à ce que tu viens de dire très justement que Ouais. on peut, et c'est normal et c'est humain de traverser des tourments et des tempêtes. Et que plus on laissera faire dans une certaine mesure, plus ça se transformera et plus ça pourrait être source, je pense, d'apprentissage et d'évolution. Ouais, complètement. Et ces moments-là, c'est des cadeaux en fait pour justement. Alors c'est dur à traverser quand on est dedans, mais c'est des cadeaux pour aussi redresser la barre, peut-être laisser des choses en route, peut-être rechoisir certaines choses ou alors changer. Et si on se permet pas à ces moments-là aussi,
c'est là où on se réactualise pas et où on reste dans une sorte d'automatisme, dans des choix qu'on a fait auparavant, alors on est toujours en cours de transformation quelque part. Et j'ai l'impression que là, depuis un an, c'est plus une accélération de la transformation qui font que ces phases-là, elles sont peut-être plus intenses et elles reviennent peut-être plus souvent. Mais en tout cas, elles sont vraiment nécessaires pour se débarrasser du superflu et revenir à l'essentiel dont on parlait tout à l'heure. Mm. Ouais, accélération. Ça trace. C'est clair que ça trace. Et c'est une opportunité. Sans se mettre de pression, avec du recul, dans quelques années, on se dira waouh, ce vortex dans lequel on est rentré. Ouais, Ouais. ouais. Est-ce que tu peux nous parler, alors tu as parlé de plein de monde pendant cette rencontre, mais est-ce que tu as une personne en particulier qui t'a inspiré sur ta route ou qui t'inspire encore aujourd'hui, un mentor, un ou une coach, un enseignant, et dont tu aimerais nous parler? Euh, je pense à Alexandrine Pilastre, qui est, qui est chamane. Elle en a pas l'attirail, mais c'est voilà, une thérapeute extraordinaire française qui m'a initié à la respiration holotropique en 2015, peut-être 2016. Et je ne sais pas si tu connais cette méthode. Oui, de nom, j'ai jamais pratiqué parce que il y a des pratiques comme ça qui me font peur encore, j'avoue. La respiration holotropique en fait partie, le breathwork aussi, toutes ces choses-là, c'est pour moi difficile encore. J'ai pas passé le cap. Le moment où tu le passeras, où tu le décideras, ce sera le moment juste. C'est pas quelque chose à précipiter. Mm. Ce serait super intéressant de se demander, tiens, de quoi j'ai peur? Et ah, tiens, bah tiens, justement, je crois que c'est ça qui, c'est ça qui Ouais, demande à c'est être clair. vu ou à être transformé. Mais c'est là, c'est une pratique qui vient de la voie chamanique et qui est pour le coup très très yang, très feu, très. C'est voilà. Je pense à Alexandrine parce elle arrive à créer ces espaces. Elle fait ça à Mairie des Lilas en proche banlieue parisienne. Voilà, à côté de ça, elle est formée à la fasciathérapie. Elle est psychothérapeute en parallèle et elle s'est formée avec Louis Sanza, avec Miguel Ruiz des Quatre Accords Toltec. Elle a un CV extraordinaire. On s'en fout d'ailleurs de son CV, mais juste tu sens la capacité d'une thérapeute à t'emmener justement dans tes zones d'ombre, tes zones de souffrance, à t'emmener là où ça fait mal et là où tu n'as vraiment pas envie de rester. Et justement, par le toucher, par la fascia, elle arrive à remettre du moelleux, comme elle le dit souvent. Là, je commence un nouveau cycle de formation avec elle, un programme qui s'appelle la ressource sensorielle. Et voilà, comment par le toucher, remettre de la présence et de l'éprouver dans le corps et dans ce qui pourrait être douloureux. Et Mm. voilà, gros big up à Alexandrine Pilastre, qui est pas sur les réseaux, et je vais la coacher un peu, parce qu'il faut que son... C'est pas il faut, il n'y a rien de il faut, mais c'est quelqu'un en qui j'ai tellement d'amour et de respect que j'ai vraiment envie que son travail soit connu et que voilà, Ouais. que encore plus de Waouh. gens voilà, puissent la suivre parce elle est exceptionnelle. Mm. Ouais, c'est super intéressant. Ouais, tout ce travail autour des fascias. Et du coup, là, je reviens avec tout ça en tête ce que Ouais. je me suis formée là, il y a 2 semaines au yin Oui, yoga. tu me Et c'est vrai disais, qu'on j'en ai. travaille beaucoup sur. Enfin, c'est vraiment, on travaille beaucoup sur les fascias en yin et Ouais. c'est passionnant. Ouais. Il y avait une femme d'ailleurs qui nous partageait, qui est fascia thérapeute aussi et qui nous a fait 3 heures sur les fascias et qui partageait plein de choses. Et ça donne qu'une envie, c'est de continuer à creuser par là, quoi. Mm. Il y a un super docu sur Arte, Le Oui, mystère des... Tu l'as vu, ouais, ouais. sorti il y Je a quelques l'avais années. regardé ouais, il y a plusieurs années parce que j'ai fait des études d'acupuncture aussi et une des Oh, pistes, c'est qu'aujourd'hui on n'arrive pas en fait à prouver comment fonctionne l'acupuncture, ça reste un mystère, on ne peut pas voir les trajets des méridiens et tout ça avec la science. Et une des pistes, c'est que bah, en fait, l'acupuncture fonctionne aussi avec les fascias, puisqu'on s'est rendu compte que les trajets de méridiens correspondent aux trajets des fascias et tout ça. Donc c'est quand même assez hallucinant et ça me donne encore plus envie de creuser, ouais. Que ce soit pour le yoga, la danse aussi que je pratique, l'acupuncture. Enfin, ouais, ça a l'air vraiment passionnant.
Tu pratiques du coup l'acupuncture? Tu as tes aiguilles et tout et tout? J'ai tout ce qu'il faut et j'ai plus de cabinet depuis un an parce que j'avais mon cabinet à Paris, donc voilà, j'étais entre Paris et la Drôme avant, et là depuis un an, j'habite plus que ici et j'ai fermé mon cabinet. Et donc pour le Ok, moment, non, je pratique plus, mais peut-être que je vais reprendre un jour, je sais pas trop. super. Bravo Mm. pour ça en tout cas, parce que ça a l'air d'être un sacré chemin l'acupuncture et il faut s'accrocher. Ouais, oui, c'est sûr, ouais. Mais c'est passionnant, ouais. Et c'est pour ça que j'ai trouvé aussi quelque chose qui faisait sens avec mon parcours, avec le yin yoga, du coup, par rapport à tout ce croisement entre ces deux traditions, chinoises et indiennes. Et ça a fait beaucoup de sens avec ce que je venais chercher, quoi. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller, une lecture qui t'a touché, que ce soit sur le chant ou le yoga ou autre chose, ou un autre livre ouais, qui t'a profondément marqué dans ton parcours? Yes. J'en ai un sur lequel je suis retombé la semaine dernière et j'ai fait oh, toi, ça fait longtemps que je t'ai pas lu. Un bouquin qui m'a bouleversé qui s'appelle Le Serpent Cosmique de Jérémy Narby, Narby. Et je vous invite tous et toutes c'est voilà, un bouquin qui lui a pris presque 10 ans à écrire. Et je me rappelle qu'à l'époque où je l'ai découvert en rentrant de Montréal, ça a été très fort parce que j'avais plein d'envie de rédaction, d'écrit, de compilation, de pensée. Et je me suis dit, bon, tu vois quelqu'un à qui ça a pris 10 ans, détends-toi. et, et en deux mots c'est Jérémy Narby qui est suisse, il me semble à l'origine, qui est parti au Pérou faire sa thèse. Il était botaniste, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas un gros parcours scientifique. Et pour finir son PhD, il a décidé d'aller étudier la pharmacopée péruvienne. Et il est allé dans une tribu. Et il n'en revenait pas de l'intelligence avec laquelle les chamans, euh, tu vois, si tu as telle pathologie, tu vas prendre ça, si tu as mal au dos, tu vas prendre ça. Et quand il les questionnait, quand il questionnait le chaman, il disait, bah, c'est la plante, c'est l'esprit de la plante qui nous informe. Et donc il était là, sceptique, l'occidental, ouais, arrête tes bêtises, jusqu'au jour où il se blesse et où le chaman lui donne un truc à mâcher et il lui dit tu vas avoir une petite nausée, peut-être mal à la tête, tu vas mal dormir, mais demain ça va aller. Et mot pour mot, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Donc le lendemain un petit peu penaud, il retourne voir le chaman, genre bon là, ton ayahuasca, vas-y, je suis chaud, je te crois. Enfin, en tout cas, il y a là. Et il a passé plusieurs années. Il en est revenu que bien plus tard. Et donc il a, voilà, tout ce bouquin, c'est essayer de comprendre et faire des liens, surtout c'est ça que je trouve magnifique, c'est que nous, en tant qu'occidentaux, euh, voilà, avoir comme ça un grand scientifique qui met sa prétention de côté et qui essaye de comprendre la magie et le mystère derrière. Voilà, je ne peux pas vous spoiler parce que ça va très loin et c'est un peu déroutant. Et même moi, pour l'avoir lu plusieurs fois, ce bouquin, voilà, je pense que c'est un bouquin qui ouvre plus de questionnements qu'il ne donne de réponses, mais le cheminement est juste, je trouve, d'une grande, grande, grande valeur. Hmm. Merci, j'aime bien découvrir des livres comme ça à travers Yes. des rencontres, ça donne toujours envie. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur la formation que tu partages, euh, voilà, sans forcément spoiler, mais à qui Ouais. ça s'adresse, et puis aussi au niveau du format, combien de temps ça dure? Est-ce que c'est de la théorie, de la pratique, un peu des deux? Comment ça se passe? Alors ça dure 1 heure et demie. Ça dure 1 heure et demie. Il y a une petite dizaine de minutes pour commencer où je donne deux, trois éléments, mais voilà, on passe assez vite à la pratique. Et est-ce que je me connais, je me suis dit, si tu te mets à, si tu te mets à dérouler de la théorie, tu vas y passer 1 heure. Donc voilà, j'ai juste donné quelques petits éléments. Et très vite, on se met en mode voilà, relaxation. Comme je l'explique, le chant commence bien souvent par une détente du corps, ou en tout cas pour que la voix, le souffle et l'énergie vibratoire soient fluides, c'est mieux d'avoir un corps qui est détendu. Donc voilà, il y a une phase d'induction et comme je le disais tout à l'heure, chant des voyelles, on fait les 5 voyelles, ou O, A et I.
Et dans une dernière partie, on chante les mantras. Et tout ça, c'est là que je vous en donne pas plus. C'est le corps est mis en mouvement et c'est ça que j'apprends aussi là en ce moment à fluidifier et faire évoluer. C'est proposer pour telle et telle voyelle des postures et des mouvements différents pour autant que possible accompagner la vibration et l'intention qu'on lui donne. Donc voilà, et comme je le Magnifique. disais un peu plus tôt, aucun prérequis, aucune technique. Je leur dis ici, même si je le dis au début de l'atelier, s'il y a des moments où on sent que la gorge commence à tirer, si on sent que ça s'assèche, si on sent que ça fait mal, ça arrive, parce qu'une heure et demie, c'est quand même assez long. Donc j'invite toujours à voilà, préparer un petit peu d'eau tiède et surtout pas hésiter à faire pause le temps qu'il faut, ou même laisser tourner la vidéo et recevoir. Parce que ce que j'aime beaucoup là-dedans et dans les mantras comme dans le yoga de la voix, on peut émettre, on peut chanter, on peut vibrer, mais on peut aussi, quand on le souhaite, se mettre en mode passif et juste recevoir, et c'est tout aussi important. Hmm. Merci beaucoup, Tom. C'était un plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Moi aussi, par à te rencontrer. Ouais, j'espère qu'on Puis, pourra se voir en j'aurais vrai. Ouais, avec joie pour grave, chanter, danser. c'est sûr. Ouais, avec grand plaisir. Ouais, Peut-être ici dans avec la grand Drôme plaisir. ou à Paris, je sais pas, ou à Bali, peut-être un jour où on pourra repartir. Inch'Allah. Il paraît qu'il y a des super choses dans la Drôme par chez toi. Donc ouais, un petit festival. C'est un petit Ouais, magnifique. on fait un Magnifique. Drôme Yoga Festival. Drôme Spirit Fest à fond. Mais j'en parlais, j'en parlais pas justement tout à l'heure, mais il y a, je pense, pas mal de festivals que je ne connais pas encore en France voilà, qui proposent ce genre de choses. Le Mantra Fest, dont Beata m'avait déjà parlé. Oui, Il y en a, voilà, je pense qu'il y a déjà pas mal d'initiatives et mais on se passera le mot. ouais, Comme pour les afters à Paris, là c'est non, non, ok. T'as pas un ouais, petit festival avec plaisir. Avec génial. Kelly, tout ça, ouais, carrément. Prends soin de toi, Tara. Merci encore pour l'accueil. Merci, merci À, beaucoup. à bientôt. À bientôt.